Le cinéma nous a permis de découvrir de nombreuses histoires merveilleuses, mais aussi des univers, des personnages et bien d'autres. Même si la littérature remplissait déjà ce rôle de stimuler notre imagination, la capacité du cinéma à stimuler nos deux sens les plus importants a permis avec le temps de marquer de très nombreuses personnes et de s'immiscer dans la culture de nombreux pays. Mais un problème persistait. Nous avions la possibilité de regarder se dérouler une histoire, mais en aucun cas d'interagir avec. Et c'est avec ce constat en tête qu'une partie du jeu vidéo moderne s'est construite. Et c'est même pour beaucoup de gens la particularité de ce média. Mais revenons un peu en arrière. Donc, on est dans les années 60. Les Américains sont fâchés avec les Russes, c'est pour ça qu'ils décident de faire la guerre froide. Mais puisqu'on se fait vite chier quand il n'y a pas de boum boum et de pam, ils décident d'être fâchés au Vietnam. Et donc dans ce contexte, il y a deux jeunes qui se font chier puis qui décident pour tuer le temps de faire le tout premier jeu vidéo du monde. Il s'appelle Space War et ressemble à ça. Puis ensuite dans les années 70, il y a eu les salles d'arcade. Tout le monde a trouvé ça super bien. Et il y a eu accessoirement aussi la toute première console de salon créée, l'Odyssey. Et aussi il y a une petite entreprise pas très connue qui a commencé à faire parler d'elle nommée Nintendo. Donc ensuite Pac-Man dans les années 80, sinon les consoles de salon commencent à être de plus en plus courantes. Puis dans les années 90, la 3D commence à faire son petit bonhomme de chemin. Un petit hérisson bleu commence à montrer le bout de son nez, tout comme le premier FPS. Et un petit détail du jeu vidéo se met en place, le online, avec par exemple CS en 1999. Bon, après je pense que tout le monde connaît, hein. Donc on a les Sims, Battlefield, Code, God of War, Last of Us, je vais pas tous les citer, hein. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Donc, pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est pour vous faire comprendre que dans l'histoire des jeux vidéo, les jeux à choix sont très minoritaires. Rien que par le fait que ce genre de jeu s'adresse à un type de joueur très précis, mais surtout car avant les années 2000, il était très dur techniquement de faire des cinématiques complexes. Et c'est aussi pour cela que je pense pouvoir traiter une grosse partie des jeux à choix en seulement deux vidéos, alors que ce serait complètement impossible sur, par exemple, les first-person shooters. Mais d'ailleurs, question conne. Mais c'est quoi un jeu à choix? Ma définition, et celle que je vais utiliser pour faire ce guide, c'est un jeu qui prend en compte les actions du joueur en modifiant la narration principale ou secondaire, et qui base une grosse partie de l'intérêt du jeu sur ses choix. Si vous voulez avoir un avis un peu plus poussé sur un jeu en particulier, regardez une review sur YouTube. L'idée de cette vidéo, c'est bien plus de faire découvrir un maximum de jeux possibles en un minimum de temps. Cela dit, je crois qu'on peut y aller. To all of you American girls, it's Donc, là on commence avec du très lourd. La société de jeux vidéo Telltale Game est une des bases des jeux à choix, principalement avec la série de jeux vidéo Walking Dead. Alors, est-ce que je vous conseillerais les jeux Telltale Game? Pas pour la plupart. Simplement parce qu'après l'énorme carton qu'a été Walking Dead, ils ont eu le portefeuille plus gros que le cerveau. Et ils ont simplement refait les mêmes jeux, encore, encore et encore. Regardez le nombre de jeux, c'est juste délirant. Et tout ça sur une période de 13 ans. Et au bout d'un moment, ils ont simplement atteint un point de rupture. Mais dans tous ces jeux qui sont pour la plupart très génériques, est-ce qu'il y en a vraiment qui valent le coup? Oui, il y en a beaucoup. Mais pour savoir si le jeu vous conviendrait, déjà, regardez le style artistique. Moi, je suis pas énormément fan, mais je dois reconnaître que ça a son charme. Après, c'est à vous de décider. Alors, petit défaut, mais est-ce que vous êtes capable de supporter les phases de recherche qui sont longues et chiantes à en crever? Typique des jeux à choix, mais avec Telltale, il y a quand même vraiment eu un effort pour rendre ces phases de gameplay vraiment pas intéressantes. Aussi, étant donné qu'ils ont fait énormément de jeux, si vous êtes attiré par un univers en particulier, vous trouverez probablement le jeu qui y correspond. Et peut-être la chose la plus importante que j'ai à dire à propos de leurs jeux, ce ne sont pas des jeux à choix. Ce que je veux dire, c'est que la narration a un pouvoir divin. Vous ne pourrez en aucun cas changer le fil de l'histoire. Et c'est pour moi le plus grand problème de cette compagnie. C'est que vous n'avez qu'une illusion de choix. Une très bonne, certes, mais ça reste une illusion. Et c'est après avoir fait ce constat que je me suis dit qu'en réalité, je n'avais en aucun cas besoin d'acheter leur jeu.
Bah oui, regardez un let's play, vous aurez de toute façon la même histoire, peu importe vos choix. Et même certains let's play ont la politesse de couper les phases d'exploration interminables. D'ailleurs, j'ai adoré regarder la totalité des Walking Dead il y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup craché sur leur jeu, mais je dois dire que Walking Dead, si vous voulez jouer ou regarder un tel, je vous conseille vraiment de commencer par lui. C'est juste une masterclass. Et si vous avez apprécié la série Walking Dead ou Last of Us, allez-y les yeux fermés. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glassy. I am seriously glad to see you. Smoking cigarettes on the Did you finish hearing the goose or not? Yeah. Peace out, brother. Night night. Looks like we still have some booze left. Who's in? That's why I love fall, looking at the stars, admiring from afar. My girl, my girl, my girl, you will be. Les jeux Life is Strange. Il y a certains jeux qui ont ce pouvoir de vous calmer, de vous sentir bien, voire même de vous réconforter. Beaucoup de gens ont des jeux qui se sentent simplement bien en y jouant. Je sais que pour moi, par exemple, The Long Dark fait vraiment partie de cette catégorie. Rien que de voir ces quelques images, c'est... En tout cas. Le jeu est plutôt simple. Il est même très proche des jeux Telltale dans la forme. Mais il a ce petit quelque chose que je peux pas expliquer. C'est comme avoir une seconde vie. Tu rencontres des gens, des amis pour certains, des ennemis pour d'autres, mais personne ne te laisse indifférent. Et je crois que je n'oublierai jamais ce road trip des États-Unis, ou alors l'amitié de Max et Chloé. Donc si vous voulez vivre simplement une belle aventure, plein d'émotions dans un jeu vidéo, allez-y. Par exemple, ce n'est pas un hasard si je l'ai mis juste après les jeux Telltale. J'ai les mêmes commentaires négatifs à faire. Le manque de grosses conséquences pour les choix, et cette fois-ci avec des phases d'exploration encore plus affreusement chiantes que dans Telltale. Donc je vous recommande vraiment fortement d'aller regarder un let's play, lien en description. Un autre très gros morceau est la team de dev Supermassive Game. Donc, Supermassive Game est un studio de développement de jeux vidéo qui a commencé en 2015 avec Until Dawn et qui a produit 14 jeux jusqu'à aujourd'hui, principalement des jeux d'horreur et à choix. Et peut-être la seule critique que je pourrais faire à Supermassive Game, c'est qu'ils n'ont que un jeu à choix et plein de DLC. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je les ai découverts avec Until Dawn en 2015. J'ai vraiment apprécié leur jeu. Et après, j'ai juste vu le même jeu sur un bateau ou sur un camp de jour. C'est tellement flagrant, c'est comme si les devs faisaient exprès de faire le même jeu encore et encore. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, dans Until Dawn, il y a des totems que l'on peut récupérer sur le sol, et qui donnent un flash forward, ce qui est justifié dans le jeu par la culture amérindienne locale. J'en ai aucune idée si c'est tiré de vraies traditions, mais de toute façon, je m'en fous un peu. Dans Mad of Medan, il y a des tableaux qui donnent un flash forward, parce que... Et dans The Query, il y a des cartes qui sont même pas un objet physique, mais littéralement un item du jeu. Dans Until Dawn, les personnages ramassent un objet qui existe dans leur monde, et on vit un flash forward avec eux. Là, les personnages ne ramassent même pas les cartes.
simplement car ce n'est pas un objet qui fait partie d'un univers, mais un item pour le joueur. C'est tellement maladroit et vide de sens. Pourquoi avoir fait ça? Car dans Until Dawn, cette mécanique marche bien. Simplement, c'est tout. Et il y a aussi une vieille copie du Psy. C'est juste que dans Until Dawn, il s'adresse véritablement à un des personnages du jeu. Et il a une excellente façon de montrer le jeu sous une autre facette. Et ces moments sont tous très intéressants, en plus d'avoir une place cohérente dans l'univers. Alors que dans Quarry, c'est une mamie random qui parle aux joueurs et se contente de te montrer les flash forward, les cartes que tu as ramassées, sans aucun autre intérêt. Et même les QTE sont moins bons. Déjà, dans Until Dawn et Man of Medan, il y avait des systèmes originaux, avec par exemple le QTE de Batman Cœur de Man of Medan. Mais en plus, ils étaient assez difficiles. Dans The Quarry, il n'y a littéralement aucune difficulté. Il faut simplement orienter le joystick dans la direction affichée à l'image. Ça déjà c'est super facile. Et en plus on a une plombe pour réagir. Il n'y a aucune intensité. Et je trouve que ça casse les phases d'action car dans beaucoup de jeux, les QTE qui sont difficiles ont des conséquences si ratées. Ce qui rajoute une pression. Là, c'est comme regarder un film. On a juste l'impression d'être passif parce que de toutes les façons on va les réussir les QTE. Donc, en conclusion, Until Dawn est très bon. Il faut juste aimer son ambiance, ne pas être dérangé par les clichés de films d'horreur ou les jumpscares. Bon, c'est vrai que Until Dawn reste assez conventionnel dans la forme. C'est assez cliché, surtout avant le twist point du milieu du film, et il prend un peu de temps avant d'être intéressant. Mais au moins, il a une audace dans l'écriture. Car je n'ai pas beaucoup parlé des scénarios et de la structure narrative, mais même à ce niveau, c'est du copier-coller. Et même si je pense que les autres jeux sont simplement moins bons, si vous voulez débuter avec un de leurs jeux et que vous appréciez particulièrement l'ambiance d'un de leurs jeux, je pense que si on n'a pas joué à Until Dawn avant, leurs autres jeux peuvent être une très bonne surprise. Mais je pense que le studio est victime du syndrome Telltale. À partir de Man of Medan, le studio a dû produire un jeu par an. C'est énorme, surtout en 2022 où ils ont dû faire 2 jeux. C'est simplement trop court, dû à la perte de qualité selon moi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est complètement hors sujet, mais ils ont fait aussi Bravo Team, qui est selon moi le pire jeu VR de tous les temps, et peut-être même l'un des pires jeux vidéo récents, toutes plateformes confondues. Hey, take it easy. You're gonna knock me over. Watch out, Laura! Alors, je vous le dis d'entrée, cette compagnie est selon moi le maître des jeux à choix, simplement. Alors, je vais principalement parler de leurs 3 jeux les plus récents.
Par exemple, quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que ces trois jeux sont complètement différents. On ne joue pas à Heavy Rain comme à Détroit. Et j'ai envie de dire, c'est normal, car jusque-là, nous avons vu des compagnies qui, dès qu'ils en ont eu le moyen, sont devenues, par appât du gain, des industries à jeux. Mais chez Quantic Dream, c'est complètement l'opposé. Eux, ils sortent un jeu tous les 3 ans au mieux. Ce qui fait que non seulement chaque jeu est extrêmement soigné, mais aussi on peut voir leur amélioration. Donc, pour commencer, je vais logiquement parler du début. Heavy Rain, un jeu à choix sorti en 2010. C'est vraiment pas tout jeune. Mais je crois qu'il y a une refonte graphique car le jeu est toujours aussi agréable, même 13 ans après sa sortie. Et je dois dire que pour moi, la grosse qualité d'Heavy Rain, c'est les thèmes qu'il aborde et son ambiance. Je dois dire que je le garde en mémoire aussi pour ses phases d'action, mais c'est vraiment ces deux points qui le sortent du lot. Et je dois dire que les choix sont plutôt intéressants. Ils ont des conséquences généralement assez importantes, mais c'est pas selon moi sa grande force, car malheureusement, il y a un fil conducteur de l'intrigue, et c'est seulement pendant les dernières heures de jeu que le fil conducteur éclate en plusieurs morceaux. Avant cela, on choisit comment aborder les situations et comment les terminer, mais pas les situations en tant que telles. Le moment où les conséquences des choix faits durant le jeu ont vraiment de l'importance, c'est vraiment la fin du jeu. Une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est la narration, que je trouve simplement géniale. Car l'histoire est divisée par le point de vue de trois personnes vraiment différentes. Ce que je trouve est une idée très intéressante pour raconter la même histoire sous plusieurs points de vue. Donc si vous êtes touché par les histoires de relations père-fils et que vous êtes prêt émotionnellement à vivre une histoire vraiment touchante, en plus d'aborder beaucoup d'autres thèmes comme les problèmes de santé mentale ou la pauvreté, je crois que le jeu est frais pour vous. Donc pour Beyond Two Souls, je dois dire que je trouve le jeu vraiment moins mémorable que les autres pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire n'est racontée que par le point de vue d'un seul personnage, ce que je trouve dommage. Mais aussi les choix ont vraiment beaucoup moins d'importance et les thèmes abordés sont moins percutants. Mais je dois dire que ce n'est pas du tout un mauvais jeu. Déjà, on a un vrai sentiment d'aventure, on parcourt plein d'endroits du monde, on voit de très nombreux personnages, ce qui donne un vrai sentiment qu'à la fin du jeu, on a vraiment vécu une aventure. Et je dois dire que si on a aimé les scènes avec 11 dans Stranger Things, je crois que ça pourrait être un jeu qui vous conviendrait. Détroit Become Human. C'est vraiment pour ce jeu que j'ai tant de respect envers la compagnie. C'est selon moi le plein potentiel des jeux à choix actuels. Il n'y a pas de fil conducteur principal et énormément de choix ont des changements drastiques sur l'histoire, en plus de débloquer ou verrouiller des choix pour la suite. Ce qui fait que chaque choix est terrible, et je me suis retrouvé bien souvent dans une situation où le choix était tellement compliqué que j'aurais presque aimé ne pas avoir à choisir. C'est simple, je connais quelqu'un qui a fait le jeu 4 fois, et je suis encore capable de lui raconter des passages qu'il ne connaît pas. De plus, tous les choix n'ont évidemment pas de conséquences cruciales, mais ils participent tous à nous immerger dans l'ambiance du jeu qui est incroyable. J'ai des souvenirs de jeux où je me suis complètement immergé dans le jeu en oubliant complètement ma situation de gamer. Ça ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et je dois dire que tout le jeu est assez poli, les animations comme les graphismes et le nombre de détails pendant les phases de gameplay sont simplement impressionnants. En plus d'avoir des phases de gameplay qui sont vraiment intéressantes, pour un jeu à histoire c'est vraiment surprenant. Et j'aimerais sincèrement pouvoir en parler beaucoup plus longtemps, mais le temps presse. Donc rapidement pour finir, je dois dire que la narration est vraiment bonne. Pour l'exemple, je donnerai l'intro des trois personnages qui est d'une maîtrise rarement atteinte. Je pourrais critiquer le message, qui est certes intéressant, mais assez classique. Le jeu parle de la légitimité aux androïdes d'être considérés comme vivants. Si vous aimez un peu la SF, c'est pas un questionnement super original, mais en dehors de ça, je dois dire que c'est vraiment un excellent jeu. Petite partie sur tous les jeux qui incorporent des mécaniques de choix dans leur gameplay, mais qui n'en font pas le cœur de la boucle de gameplay. Donc, je vais commencer par le grand, le magnifique, l'éternel, le jeu suprême, The Witcher 3. J'insiste beaucoup dessus, mais je dois dire que personnellement, j'aime pas vraiment les RPG, donc The Witcher 3, ça n'a pas été un jeu que j'ai vraiment aimé. Ça a été une bonne expérience, mais sans plus. Et ça vient peut-être aussi du fait qu'après plusieurs dizaines d'heures de jeu, ma sauvegarde a été entièrement supprimée. Mais en tout cas, je dois dire que les moments que j'ai trouvés vraiment mémorables sur The Witcher, ça a été quand les choix et leurs conséquences sont intervenus. Les dilemmes moraux sont très intéressants, en plus d'être cohérents avec le thème du livre original, ce qui donne un côté immersif et ça donne vraiment envie de tout faire les quêtes. Donc je dois dire que cet aspect du jeu est vraiment très intéressant. Sinon il y a énormément de jeux qui donnent le choix entre le mal, très méchant, et le gentil, très gentil, comme Dishonored, Fable ou Bioshock. Bon, je vais passer assez vite dessus parce qu'au niveau de la narration, c'est digne d'un enfant de 5e année du primaire, ou alors dans le meilleur des cas d'un ado de 14 ans en pleine crise. Non, ces mécaniques n'ont du sens que pour le gameplay, car c'est vrai que dans Dishonored,
voir les lieux complètement se transformer par nos actions, ou alors devoir complètement changer son approche pour éviter de tuer, je trouve ça vraiment maîtrisé de la part des designers. Et je pourrais parler de bien d'autres jeux qui intègrent ces mécaniques plus ou moins bien, mais est-ce que vous allez vraiment jouer à BioShock pour les choix des petites sœurs? Non. Et je veux vraiment me concentrer sur les jeux qui font des choix le cœur de la boucle de gameplay. Et je sais très bien que je n'ai pas parlé de tout, notamment du grand, du magnifique, de l'éternel, du suprême, Mass Effect, mais j'y ai pas joué, donc ça va être compliqué de faire une analyse objective dessus. Donc je pense faire une partie 2. Et si vous avez des jeux que vous aimeriez que je parle, ou alors des corrections sur ce que j'ai dit dans ma vidéo, l'espace commentaire est là pour ça. Donc merci d'avoir regardé, salut!